Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du contre-la-montre, du deuxième contre-la-montre après le prologue de ce Tour de Romandie, l'étape numéro 3. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, on parlera des chronos de tous les leaders, et puis on essaiera de faire un point du côté du classement général de tous les classements avant l'étape de demain. On fera également la présentation de cette étape numéro 4, une belle étape de montagne du côté de cette course. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok, YouTube, juste après l'arrivée des grandes compétitions. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. La petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur une notification, mieux c'est. Et également dans l'onglet communauté, vous avez le post pour poser vos questions pour le Giro. Donc voilà, j'enregistrerai la vidéo normalement vendredi, parce que je pense que mercredi, jeudi, ou peut-être jeudi, il y aura les deux présentations sprinter, grimpeur. Donc ça serait plutôt vendredi, mais ça peut encore changer au niveau de la date d'enregistrement de la vidéo. Il y aura, je pense, un épisode du maintien également mardi, du côté du tour. Voilà, on essaiera du Tour d'Italie. Puis il y aura le Tour d'Espagne féminin également sur la chaîne. On essaiera de faire un débrief tous les soirs de cette épreuve. Il y aura un débrief du week-end qui sera un petit peu plus tardif. Bon, on regarde tout de suite ce contre-la-montre. 15 km 500 avec une première partie en bosse et puis une deuxième partie qui était descendante. Notamment, il y avait une belle descente de 3 km pour revenir sur Oron. On avait 450 mètres à peu près de plat. Après le dernier virage, la pluie, bien entendu, a eu un rôle sur ce contre-la-montre pour la victoire au général. Parce qu'à partir de 16h30, on a eu de la pluie. Brandon McNulty a été loin au classement, donc ça lui a permis de faire un chrono sur le sec. L'avantage, c'est qu'on n'a pas eu de grande différence de conditions climatiques entre les différents leaders. C'est-à-dire que la plupart des leaders sont partis sous la pluie. Alors il y a eu quelques leaders qui sont partis avec une pluie un peu plus importante. Je pense Carapaz, Bernal, il pleuvait un peu plus à ce moment-là. Mais bon, on voit que la plupart des coureurs ont eu des conditions similaires du côté du général de la course. Allez, on regarde tout de suite McNulty. Au-dessus aujourd'hui, McNulty. Je pense que l'un des rares qui aurait peut-être pu le gêner, c'est Ayuso. Et encore, au premier intermédiaire, Ayuso était derrière. Or, le premier intermédiaire n'était pas très technique sur la première partie du parcours. On en avait parlé hier. Donc, je crois que vraiment, au niveau des jambes, McNulty était très fort. Aujourd'hui, McNulty, pour moi, c'est presque plus un coureur de contre-la-montre. C'est peut-être même une réflexion à avoir sur la suite de sa carrière. C'est qu'aujourd'hui, McNulty, c'est sa deuxième victoire sur un chrono en World Tour après l'UAE Tour cette année. Pour moi, c'est plus un coureur de classique, genre semi-classique italienne et de contre-la-montre plutôt qu'un coureur véritablement pour les courses par étapes. Je ne veux pas être méchant, mais McNulty jusqu'à maintenant sur les courses par étapes, il y a eu quelques résultats. Mais je trouve que c'est sur ce type d'épreuve où il est le plus fort. Donc il y a une vraie réflexion, je pense, à avoir sur la suite de la carrière de McNulty, parce que autant sur le chrono, sur les épreuves puncher, on voit une évolution dans la carrière de McNulty, autant en montagne, il n'y a pas vraiment d'évolution. C'est-à-dire qu'il avait déjà du mal il y a quelques années, il a toujours du mal aujourd'hui. Je trouve qu'il y avait une réflexion qui était intéressante dans les commentaires. On m'a mis aujourd'hui, il y a Del Toro et Vine, Almeida, tout ça, je ne les vois pas coureurs leader. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que Del Toro, pour le moment, n'a pas vraiment de point faible. C'est-à-dire qu'il sait à peu près tout faire, Isaac Del Toro. Alors, il faudra voir dans le temps. Et on s'aperçoit qu'Almeida, il a un problème pour moi qui est rédhibitoire sur certains parcours. C'est vraiment ce côté moteur diesel. C'est-à-dire que sur les montées sèches, c'est beaucoup trop compliqué pour lui. Aujourd'hui, il n'a pas réglé ce problème, je ne suis pas sûr qu'il le règle. Jevine, le problème c'est qu'il a trop de lacunes techniques sur un vélo et même tactiques. Je dirais, il s'est bourriné sur les pédales, ça c'est clair et net. Il connaît ses valeurs de référence en termes de watts, mais ça c'est l'avantage
de Swift, mais derrière, après, c'est de Zwift, pardon, mais après, c'est compliqué. C'est pas Taylor Swift l'application, c'est Zwift. Et puis, bah, du côté de McNulty, certes bon puncher, mais qui a des lacunes en haute montagne. Hein. Et ça, les montées longues, il supporte pas. En fait, je crois qu'il a vraiment beaucoup de mal à partir du moment où les montées font 12-13 minutes, il n'y arrive plus. Vraiment, il n'y arrive pas sur ces montées-là. C'est assez surprenant. Et puis Sivakov, bah, il n'a pas l'âme d'un leader. Enfin, quand tu le vois en interview, de la manière dont il parle, je crois que ça l'arrange bien d'avoir un statut d'équipier, Sivakov. Et puis pour le moment, il n'a pas réussi à s'adapter à son équipe encore. Hein. Il est encore un petit peu en retrait, je trouve. Donc McNulty, voilà, vainqueur aujourd'hui. Devant Sheffield, je trouve que Sheffield fait pas un bon premier intermédiaire. Il finit bien, Sheffield, sur ce contre-la-montre. Mais le premier intermédiaire lui a coûté pas mal de temps. J'étais assez surpris, pour tout vous dire, de Sheffield. Parce qu'il avait un guidon, vraiment le guidon moulé et tout le... Enfin, on voit qu'il avait un vélo de contre-la-montre top. Donc je pense qu'on mise beaucoup plus sur le contre-la-montre maintenant avec Sheffield peut-être qu'à une époque. C'est peut-être un secteur dans lequel il a travaillé. Parce qu'avant, j'avais pas souvenir que Sheffield avait véritablement un prolongateur moulé. Donc là, j'ai vu prolongateur moulé, j'ai vu qu'il y avait vraiment tout l'attirail. Parce que dans certaines équipes, on ne met pas le prolongateur moulé à tout le monde. Même si c'est vrai que sur ce chrono, j'en ai vu beaucoup des prolongateurs moulés. Hein. Il n'y a plus beaucoup de coureurs qui ont plus les prolongateurs moulés. Alors, est-ce que ça a baissé de prix? Parce qu'à une époque, c'était 2000-2500 € les prolongateurs moulés. Alors, à part chez Astana, il y avait encore des prolongateurs qui n'étaient pas moulés, notamment chez l'équipe de Suisse. C'était pas moulé. Il y avait des équipes comme ça, on n'avait pas des prolongateurs moulés. Mais chez les meilleurs en World Tour, il y avait beaucoup de coureurs qui avaient des prolongateurs moulés. Mais du côté de Sheffield, oui, c'est dommage, il perd beaucoup de temps dans la première partie, puisqu'ensuite il fait, je dirais pas jeu égal, mais il perd que 2-3 secondes, je crois, par rapport à McNulty, mais sur le premier inter, il perd un peu beaucoup de temps sur la côte. Donc voilà, ça a été négatif pour lui. Grossschartner, il est de mieux enfin depuis qu'il est chez UAE, lui c'est un coureur qui s'est adapté tout de suite à UAE, hein. Grossschartner, ça fait partie des coureurs à qui ça a fait du bien d'aller chez les Émiratis. Je trouve que ça l'a vraiment relancé. C'est un coureur qui était, voilà, dans certaines formations, on avait l'impression qu'il avait plus forcément un rôle important dans certaines équipes. Et je trouve que chez UAE, maintenant, il a un rôle important. Tu sens que c'est un coureur sur lequel on compte chez UAE. Côté de la direction, et je trouve que sur le chrono il est vraiment bien, comme quoi Colnago c'est pas si dégueulasse en termes de vélo, et on verra même du côté du Giro, parce qu'avec les 70 km de chrono, Pogacar il peut faire des merveilles. Mais Grossschartner, ouais, c'en est très très bien sorti aujourd'hui, donc bon contre-la-montre, voilà, il finit quand même devant Ayuso, alors certes avec des conditions climatiques qui étaient bien meilleures pour Grossschartner, mais tu vois qu'il finit qu'à 15 secondes, il a même pas 1 km hors d'écart avec McNulty. Je trouve que voilà, vraiment un bon chrono. Ayuso 4ème, c'est celui qui s'en sort le mieux sous la pluie. Il est agressif dans cette trajectoire en descente, ce qui veut dire qu'il est en confiance avec son vélo aussi. C'est un coureur qui doit avoir normalement, il doit avoir le vélo de chrono à la maison et il doit pouvoir rouler avec, parce qu'on sent qu'il était vraiment à l'aise sur son vélo de chrono. Il y a des coureurs, vous voyez que sur le vélo de chrono, ils sont pas hyper à l'aise dans les trajectoires en descente. Et on a vu certains coureurs perdre beaucoup de temps dans la descente parce que voilà, ils avaient du mal à aller vraiment fort sur les freins, à prendre de l'angle. Il y a pas mal de coureurs qui avaient du mal à prendre de l'angle, ou parfois prenaient trop d'angle et se faisaient un petit peu rappeler à l'ordre. Lui, Ayuso, malgré le fait qu'il avait des trajectoires qui étaient très agressives, il était toujours bien à l'aise sur son vélo. Puis, bon, vous voyez, hein, toujours les qualités, un peu à la Contador, hein, Ayuso. Hein. Je le compare toujours à Contador du début de carrière, parce que Contador, en début de carrière, il était capable de rivaliser avec les meilleurs sur les chronos, et même sur les chronos qui n'étaient pas extrêmement difficiles. Et là, aujourd'hui, Ayuso, il s'en sort bien, et puis il perd assez peu de temps dans la descente, hein, donc il a fait vraiment une belle course. Armirail 5. 22 secondes, sur un McNulty, je dirais qu'il est dans sa moyenne. Ouais. Il s'en sort mieux que Cavagna, par exemple. Donc non, c'est plutôt pas mal pour Armirail. Voilà, c'est un chrono
correct, voilà, de la part de Armera. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire, mais on voit que le vélo de chrono Décathlon, il marche bien quand même, hein, quand on voit Armera et quand on voit certains leaders sur ce vélo-là, ça marche plutôt fort. Price Peterson 6, toujours présent sur les chronos, et puis Carlos Rodriguez, bien. Bien parce qu'il bat Vlasov, et pour moi Vlasov sur les grimpeurs c'est la référence du chrono. C'est-à-dire pour moi quand tu arrives à t'approcher du temps de Vlasov, Vlasov c'est la référence du contre-la-montre. Aujourd'hui du côté des grimpeurs, on sait qu'il est toujours bon là-dedans. Pour moi que Carlos Rodriguez colle 2 secondes à Vlasov, alors que Rodriguez c'est quand même un coureur qui sur le mouillé a du mal. C'est quand même un coureur qui s'est pris quelques grosses gamelles dans sa carrière. Eh bien, je trouve que c'est très très bien de la part de Rodriguez. Demain, il va falloir s'en méfier, surtout que Bernal a perdu du temps. Donc, je pense que Bernal aura un rôle d'équipier par rapport à Carlos Rodriguez. Et surtout, ça montre qu'il a fait des progrès sur le contre-la-montre. Je dirais que ça faisait partie des domaines où il était un petit peu en dessous. Et moi, j'avais des doutes hier. Le fait de ne pas l'avoir vu attaquer, je me disais aujourd'hui, il va perdre du temps. Je m'attendais plus à ce qu'il soit au niveau de Gegenhardt, par exemple. Tu vas être à 53, 55 secondes d'un McNulty, donc à être à une trentaine de secondes de Ayuso. Au final, il est qu'à 7 secondes de Ayuso. Donc ça, c'est très très fort de la part de Carlos Rodriguez. Et surtout 2 secondes devant Vlasov. Toujours là, Vlasov, contre la montre tout à fait correcte de la part du coureur russe. Il est dans sa bonne moyenne. Et Van Wilder qui confirme pour moi que c'est un coureur qui est capable de tenir sur les grands tours. Van Wilder, c'est un bon grimpeur, c'est un bon rouleur. C'est un coureur qui est capable de faire des changements de rythme. Van Wilder, pour moi, il faudrait plus miser sur lui du côté de la Soudal Quick-Step. C'est un coureur qui, pour le moment, est utilisé quand même soit en tant qu'équipier de Remco Evenepoel, soit sur des courses par étapes et pas forcément les choix numéro 1 du côté de cette formation. Et quand tu vois son niveau, son talent, Van Wilder, il faut l'utiliser sur beaucoup plus d'épreuves de haut niveau. Et j'espère que ça sera le cas cette année, mais on voit que pour le moment, il est très bien sur ce Tour de Romandie. Je ne sais pas quel sera son programme, même à Van Wilder, sur la suite de la saison. Van Wilder, il ira sur le Tour de France, ce qui est un choix intéressant. Voilà, on voit, c'est un coureur qui est capable d'obtenir des résultats sur les courses par étapes. Je me souviens notamment de sa victoire sur le Tour d'Allemagne l'année dernière, où il avait été impressionnant dans le final. Ça, c'est le parcours de demain. On repasse tout de suite à Benjamin Thomas, bon chrono. Benjamin Thomas, ça faisait depuis 2 ans, je ne l'avais pas vu faire un chrono de ce niveau-là, donc très intéressant du côté du coureur français. Ce qui montre du côté de Benjamin Thomas que la forme arrive, donc ça c'est intéressant pour les Jeux Olympiques du côté de Benjamin Thomas, parce qu'il y a l'épreuve de poursuite par équipe, et puis il fera peut-être l'omnium même, Benjamin Thomas, je ne sais plus dans quelle épreuve il est aligné, Benjamin Thomas, et le coureur de la Cofidis qui avait besoin de se montrer un peu sur la route, c'est bien. Alors vous allez me dire, ça fait que 2 points UCI. Bon, ça c'est vrai que ça aurait été mieux sur d'autres courses. Mais au moins, il fait un top 10 et ça va peut-être le rassurer physiquement. Arensman, pas mal, si on compare à d'autres coureurs, même s'il est parti, lui, dans des conditions un petit peu plus sèches. Timen Arensman, voilà, il est 11e. 37 secondes, c'est pas mal. Devant, en plus, Nelson Oliveira, donc c'est plutôt intéressant de la part de Arensman. Ensuite, on retrouve David Delacruz, bien, 14e, bien, du côté du coureur de la Q36.5, qui n'est plus dans une équipe World Tour, David Delacruz, mais qui a fait un bon résultat. Lenny Martinez, 16e, 44 secondes. C'est un bon chrono. C'est un bon chrono pour Lenny Martinez. Surtout qu'il y a encore pas mal de travail, en fait. Quand on voit son chrono, déjà, il ne tient pas la position dans les montées. Donc là, au niveau aéro, il y a encore énormément de travail à faire. Je trouve que voilà, ça bouge. Il se met beaucoup en danseuse. On sent qu'il a envie de... Ça, c'est un peu le désavantage du grimpeur, ça. C'est de vouloir à chaque fois retrouver l'énergie en se mettant en danseuse, retrouver du rythme en se mettant en danseuse. Sauf que forcément, quand vous êtes en danseuse, vous n'êtes pas aéro. Donc ça, c'est un travail sur lequel il peut progresser énormément. Et je trouve que même au niveau de la position... il pourrait être encore une chouille plus compacte. C'est un petit gabarit, Martinez, et il n'est pas si compact que ça, Martinez. Donc là, il y a aussi un travail à effectuer, parce qu'on voit que c'est l'une des forces de Remco Evenepoel, de réussir à être compact sur un vélo. Ça a l'air d'être très
très compressé, c'est-à-dire de ne pas être très haut, de ne pas avoir beaucoup d'écart en fait entre son pied et sa tête. Et ça permet d'être aéro. Et ça, c'est vraiment la vraie force d'un Remco Evenepoel par exemple. Mais Lenny Martinez, vous, c'est un bon chrono. Puis surtout, si on compare à ce qu'a fait Gaudu, bah là, c'est vraiment très bien. Donc pour Lenny Martinez, maintenant, il va être le leader de l'équipe. Gaudu va travailler pour lui. Et demain, j'espère une attaque de Lenny Martinez, même si c'est plutôt pour le moment un coureur qui a tendance à suivre, hein, Lenny Martinez. Mais voilà, c'est plutôt bien. Dans la descente, ça ne l'a pas gêné, trop la pluie. Donc il a eu des conditions en plus un peu plus humides peut-être qu'un Ayuso, parce que Ayuso était parti un peu après lui. Mais son nez, ça a changé pas énormément, mais son nez très bien sorti devant Terrada, Guernalec aussi, et Lipovic, parmi les coureurs intéressants qui font une belle course. Lipovic, c'est intéressant parce que pour le moment, c'est le co-leader de cette équipe Borans-Grohe. Il fait du bon job. Sivakov à la Philippe, mieux que d'habitude, Julien à la Philippe. On voit qu'il retrouve quand même des jambes qui sont pas mal, hein, Julien. Je trouve que ouais, la forme pour le Giro est pas mal. Et puis Sivakov, le chrono, ça reste pas mal pour lui. 51 secondes, il est un peu lent peut-être, mais ça reste correct. Goggenhardt, j'avais peur moi pour Goggenhardt, c'était la descente. Je me suis dit avec la pluie, ça va lui rappeler le Giro. Je me suis dit, il va perdre beaucoup de temps. Au final, il n'en perd pas tant que ça dans la descente. Donc c'est plutôt un chrono correct de la part de Goggenhardt. Mais ça commence à faire loin, quoi. Ça fait 33 secondes de Ayuso. Je rappelle que le chrono faisait que 16 km. Donc 33 secondes sur 16 km. Bah, ça fait, si on considère que le chrono c'était 20 minutes, ça fait 10%, quoi, quasiment. Peut-être pas 10% d'écart, mais voilà, ça fait une petite différence en termes de pourcentage d'effort. Donc ça fait quand même 30 secondes. Ça fait du 2 secondes du kilo. Ça commence à être un petit peu loin. On retrouve ensuite Yanis Voisard, pas mal, hein, le coureur de la Tudor, qui reste plutôt bien calé du côté du général. Et puis Damiano Caruso, 25e Damiano Caruso. On a vu mieux sur le chrono, hein, Damiano Caruso. Il y a aussi le poids des ans, un petit peu. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est plus si jeune que ça, Damiano Caruso. Il doit avoir 37 ou 38 ans. Ça commence à se faire sentir. Dommage du côté de la Bahreïn, c'est qu'ils ont... Oui, c'est le troisième coureur de l'équipe, sauf que Keplinger, je ne vois pas le jouer le général, et Price Peterson non plus. Hein. C'est quand même principalement un coureur rouleur. Cavagna, il s'en sort pas pour le moment avec la Movistar. Il a du mal, il le disait avec son nouveau matériel. Pour l'instant, il n'est pas à l'aise, Cavagna, ça se ressent. Parce que lui, il fait partie des coureurs qui sont partis sur le sec. Il perd donc 1 minute sur McNulty. Ça fait beaucoup. Et surtout, si on compare à Bruno Armirail, bah, il est à 30... non, pas 35. Si, 35. 35 secondes d'Armirail. Là aussi, ça fait... non, pas 35. Attends. Oui. Ça fait loin. Ça fait loin par rapport à Armirail. Donc ouais, 35 secondes, c'est deux coureurs qui ont à peu près le même niveau, hein, Armirail et Cavagna. Donc là, je pense qu'il y a une vraie part dans le matériel et que les jambes ne sont pas fantastiques non plus. Luc Plapp, je m'attendais un peu mieux de la part du champion d'Australie. Est-ce que c'est la pluie qui l'a gêné? Est-ce que les conditions climatiques ou peut-être un peu de fatigue par rapport à ses efforts d'hier? C'est surtout pas fantastique pour l'équipe Jaïko Lula parce que Simon Yates, c'est loin aussi du côté des coureurs de cette formation, avec un nouveau casque. Alors oui, au niveau matériel, j'avais pas souvenir qu'ils utilisent ce casque-là chez Scott. Un casque énormément inspiré de ce que fait Specialized. Hein. Donc avec 2 pics sur la fin du casque, c'était très similaire. Et Lidl Trek testait un casque. Pour moi, c'est un... Enfin, j'ai vu du côté de la Lidl Trek Goggenhardt notamment, qui était sur un casque pour moi prototype du côté de cette formation, ou un casque d'un autre manufacturier, parce qu'il était complètement blanc, son casque, et surtout il y avait il y avait des autocollants, on va dire, sur des endroits où on aurait pu avoir la marque du casque. Donc je sais pas si c'est un casque prototype ou un casque d'une autre marque, parce que peut-être que chez Lidl Trek, le casque de l'équipementier ne satisfait pas les exigences de l'équipe.
On redescend. Enric Mas, ouais, pas surpris, une minute, pas surpris. Je m'attendais à ce qu'il soit loin. Pour moi, le contre-la-montre, c'est un point faible pour Enric Mas. C'est un domaine où il n'est pas extrêmement bon. Et c'est sûr que on peut peut-être regretter de ne pas avoir attaqué hier du côté d'un coureur comme Enric Mas. Parce que là, tu te retrouves à 1,02 de prix aujourd'hui, donc 40 secondes, 42 secondes de Ayuso. Ça fait beaucoup par rapport aux autres adversaires. Adam Yates aussi. Ouais, je pense que maintenant, il aura un rôle d'équipier pour Ayuso. 1,09, quasiment 1 minute 10 de perdu pour Adam Yates. Je voulais voir les résultats d'Adam Yates depuis le début de saison. C'est pas exceptionnel. Alors, il y a eu l'abandon sur l'UAE Tour. Oui, il a repris aux Abruzzes où il fait 4e. Ce qui n'est pas si exceptionnel que ça, surtout que l'UAE a dominé la course. Donc ouais, il est encore dans une phase de reprise après son abandon sur l'UAE Tour, qui lui avait coûté beaucoup de temps au final, parce qu'on ne l'a pas revu depuis. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Coureur qui a seulement 31. C'est vrai que les Yates, ils ne sont pas si vieux que ça. Ils sont là depuis tellement longtemps. Mais Adam Yates qui s'en est mieux sorti que Simon, qui lui a perdu beaucoup de temps, 1,21, au niveau de Guillaume Martin, Simon Yates, pardon. Guillaume Martin est pas très loin. Guillaume Martin, voilà, il est à 1,28. Vous avez Carapaz aussi, qui a perdu du temps. Bon, ça n'a jamais été un expert du chrono, mais même sur le Giro, je rappelle que quand il remporte le Giro, le dernier jour, il perd énormément de temps sur le contre-la-montre. Il a failli se faire peur. Bernal, je pense que la pluie n'a pas aidé dans la descente. Je rappelle, il est tombé sur un vélo de chrono. Quand il a eu sa grosse chute, c'était sur un vélo de chrono, donc ça a joué. Donc ouais, pas un très bon chrono. Et puis Yates, voilà, qui s'en sort pas extrêmement bien, parce que derrière Herrada, par exemple, derrière Janeley, même si Janeley a fait des progrès dans ce domaine, c'est pas fantastique. Et puis bon, le grand dernier du côté des leaders du général, c'est pas Mantis qui finit à 1,31, c'est David Gaudu. Oui, donc là c'est un peu catastrophique. David Gaudu, 1,37 de perdu aujourd'hui. Je sais pas ce qui s'est passé du côté de Gaudu, mais c'est quand même un coureur il a du mal cette année. On croit que d'un côté ça va aller mieux. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, sur le Tour du Jura, je me dis la période de disette est enfin terminée, et puis boum, il abandonne sur la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, il passe, il a une crevaison. Il fait 43e, mais j'ai quand même pas l'impression qu'il aurait été en capacité d'aller accrocher les roues des meilleurs. Sur le Tour de Romandie, il retombe dans ce qu'il a fait sur Paris-Nice, dans ce qu'il a fait sur le Tour du Pays-Bas, c'est-à-dire des choses pas exceptionnelles. C'est très compliqué pour le moment la saison de David Gaudu. On va voir ce que ça va donner sur la suite. On verra sur un Mercantour classique et le Dauphiné. C'est un coureur qui est en fin de contrat l'année prochaine. Il va peut-être y avoir une réflexion chez Groupama. Peut-être qu'on va mettre tous les moyens pour conserver Lenny Martinez, c'est-à-dire qu'on va mettre le budget pour avoir Lenny Martinez, et c'est peut-être David Gaudu qui sera dégagé fin 2025, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on va vivre un peu au-dessus de ses moyens en 2025, qu'on va demander une rallonge à Groupama en 2025, et puis que David Gaudu on ne le garde pas. Mais bon, l'avantage de David Gaudu, c'est qu'il est breton et que Marc Madiot est breton. Et on sait que Marc Madiot marche quand même pas mal à l'affect, mais là aujourd'hui c'est encore un peu une catastrophe au niveau du résultat. On passe au classement général du côté des leaders pour vous montrer un petit peu où on en est dans le top 10. Donc Ayuso en tête avec 7 secondes d'avance sur Van Wilder, Vlasov à 10 secondes, Rodriguez à 11 secondes, Martinez à 23 secondes. Je dirais que jusqu'à Luc Plapp à 33 secondes, tous ces coureurs-là peuvent vraiment aller chercher le général. Même en se contentant, se contenter, de, je vais y arriver, des petits problèmes de prononciation, dyslexie. Du côté de Martinez, donc oui, on peut encore attendre une attaque dans les 5 derniers kilomètres, on arrivera à faire la différence. Pour du Goguenard, pour du Enric Mas, il faudra peut-être tenter de plus loin. Julien Lafilippe, pour le top 10, c'est encore jouable, il est à 47 secondes. Donc ça serait un bon résultat pour lui. Surtout que Yanis Ouazard, on ne sait pas comment il va tenir. Lipovic aussi, du côté de ces coureurs-là. Bruno Armirail est encore dans le top 10, donc lui il va dégager
Enfin, il va dégager, il va peut-être avoir du mal. Parce que je rappelle que Armirail avait fait 16e du Giro, 17e du Giro l'année dernière. Si on descend un petit peu, Adam Yates 17e à 51 secondes, et puis Simon Yates est déjà à la minute, donc ça commence à faire beaucoup, juste devant Chainlay. Carlos Egan Bernal pardon, est à une 13, une 16 pour Carapaz. Guillaume Martin à une 18. Mais il va devoir battre pas mal de coureurs pour remonter dans le classement. Mais bon, hier il avait des bonnes jambes. Et comme quoi, hier il avait des bonnes jambes, ça aurait peut-être été intéressant d'attaquer de la part de Guillaume Martin. Et puis David Gaudu, donc, qui se retrouve 31e à 1,25 et qui pour moi est le dernier des leaders du classement général. Et qui va avoir du mal à faire un bon classement. C'est-à-dire que mieux que top 10, ça va être difficile quand même pour David Gaudu. Maillot vert, c'est toujours Van Dramé, devant Godon, Nice et Ayuso. Nice, on m'a dit, il fallait dire comme soleil. On m'a dit deux prononciations différentes, donc j'hésite, je doute. Yuri Holman du côté du classement de la montagne, ça n'a pas changé. Du côté du maillot blanc, c'est Ayuso qui prend la tête, donc c'est Van Wilder qui le portera, il le portait déjà aujourd'hui je crois, et Carlos Rodriguez, Lenny Martinez, mais là aussi on voit du côté du maillot blanc, c'est extrêmement serré dans ce classement. Et puis le classement par équipe, UAE a fait la bonne opération aujourd'hui, une 31 d'avance sur Ineos, Bora, Decathlon et Lidl pour le moment qui sont dans le top 5 de ce classement. C'est plus compliqué pour la Groupama par exemple, ou pour Cofidis. Et je ne parle même pas de Astana et DSM qui sont derrière, notamment la sélection suisse. Donc c'est pas fantastique. On termine avec l'étape majeure, hein, je dirais, de ce Tour de Romandie. C'est le moment ou jamais pour faire des attaques, parce que dimanche, ça sera trop tard, avec seulement 1600 mètres de dénivelé positif. Voilà une étape avec 3500 mètres à peu près de dénivelé positif. Sur 150 km entre Saillon et les Uns. Pour cette arrivée au sommet avec deux côtes de première catégorie, deux côtes de troisième et une côte de deuxième catégorie au programme. On partira au pied d'une bosse de Saillon qui n'est pas au classement de la montagne, une légère bosse qui sera franchie au kilomètre 4 ou 5 qui permettra peut-être à l'échappée de sortir ou qui lancera les grosses hostilités pour cette course. Au bout de 36 km de course, donc à peu près la première heure, eh bien on arrivera au pied de la côte de Havrenaz, 9 km 1, 9,5 de moyenne, côte de première catégorie. Le sommet sera au kilomètre 45, c'est-à-dire à 96 km de l'arrivée. Et cette côte, elle est bien difficile, notamment dans sa deuxième partie, avec d'énormes pourcentages. C'est pas si habituel que ça en Suisse. Et on voit que même la première partie de montée n'est pas évidente. Hein. Ces 4 premiers kilomètres où vous voyez du rouge, eh bien, il y a quand même 2 kilomètres où on sera à 8,8% et 8,4%. Et puis ensuite, on aura notamment un kilomètre qui a une moyenne à 13,7% entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6. Donc ça va faire mal au guibole. Et puis vous regardez, hein, entre le kilomètre 4 et le kilomètre 8, on est toujours au-delà des 10% de moyenne par kilomètre. Et donc ça va faire une moyenne globale à 11,3, 11,4. Donc c'est énorme sur 4 km, sur une portion aussi longue que ça. Et encore une fois en Suisse, on a plutôt des montées qui sont roulantes en Suisse. Hein. Pas forcément d'être hyper gros pourcentage. Donc là, on a choisi une belle difficulté sur ce Tour de Romandie. Derrière, on redescend vers Saillon, hein, on repassera quasiment à côté de la ville de départ. On aura une côte de troisième catégorie, la race, 78 km 500 le kilomètre et 2 km 1,6 de moyenne. La race, ils vont souffrir dans la race, là aussi. Alors c'est court, mais de nouveau des forts pourcentages, notamment pendant 300 mètres à 13,2%. Et si vous regardez, pendant 1 km, on sera toujours au-delà de 8%. Donc là aussi, ça va faire mal au guibole des coureurs. Derrière, on poursuit avec un enchaînement de bosses. La montée vers les rives qui sera enchaînée avec la montée des Giettes. Ce qui fait que si on regarde bien, eh bien 9 km 6 plus 4 km 1, ça fait quasiment 15 km de montée
allez, 14 km 500, voilà, de montées qui vont s'enchaîner avec seulement une petite descente. Donc ça risque de mettre peut-être quelques coureurs en difficulté, surtout si on commence à lancer les hostilités, surtout que la dernière montée étant plutôt roulante, bah là il va falloir peut-être créer des différences. Le sommet de la montée des Giettes sera à 44 km, non 45 km de l'arrivée, donc on sera assez proche du final. On va regarder ces deux montées, donc la montée des rives. C'est vraiment les 2 derniers kilomètres qui sont compliqués, sinon c'est une montée qui voilà, fait certes 9 km 600, mais vous pouvez retrancher 3 bons kilomètres de plat dans cette montée, donc on est plutôt sur du 6 km, et comme vous voyez les 5 derniers kilomètres sont à 6 de moyenne, donc c'est pas si dur que ça, c'est par contre un petit peu irrégulier avec ces 2 zones de plat. Et puis la montée vers les Giettes, elle est un petit peu plus difficile, mais courte également, enfin plus courte que Ovrenaz, avec 4 km 1 à 8,3 de moyenne, un passage pendant 500 mètres à 12,1%, et puis un autre passage pendant 500 mètres à 9,4%. Sur cette montée, mais il faudra quand même se méfier des Giettes, qu'on ne commence pas à lancer les premières grosses hostilités, même si le problème c'est qu'après les Giettes, vous avez une grosse vallée pendant une vingtaine de kilomètres entre un peu avant Masson-Gex et Aigle. Et là, bah, ça va pas être évident pour des coureurs isolés par rapport à un peloton. Donc je pense que soit on arrive à... Ça sera plutôt une élimination par l'arrière, je pense, dans les côtes avant la dernière montée vers les Uns. Côte qui fera 13 km 800 à 6% de moyenne. C'est régulier sans être extrêmement compliqué. Vous voyez, au maximum, on est sur du 8-8, mais seulement pendant 1 km. Sinon, le reste, c'est entre, allez, on va dire 5 et 7%. Il y a un passage à 7-6 aussi, mais on est entre 5 et 7%. Est-ce que ça permettra de faire des différences ? La longueur, peut-être, permettra de faire des différences. Les jours de course précédents aussi. Mais ça va pas être si évident que ça pour créer des grosses différences au sommet de cette difficulté. L'avantage, c'est qu'au départ de cette montée et au départ de cette étape, on a un classement général qui est assez resserré, donc ça va peut-être donner des idées à certains coureurs pour lancer des grosses hostilités. Eh bien, on verra ça demain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, puis n'hésitez pas à poser vos questions sous le post de l'onglet communauté pour le prochain départ fictif qui aura comme sujet le Giro. Allez, ciao sur la Mec Production.